Pour le temps d'une bière aujourd'hui, je reçois Martin Thibault. Martin Thibault a été appelé le Indiana Jones de la bière internationale par la presse et par le Devoir. Il a coécrit 3 livres sur la bière fermière et la bière à travers le monde et les cultures. C'est un grand voyageur. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de qu'est-ce que c'est ça, la bière fermière. Mais d'abord, Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir fait le trajet depuis Montréal pour venir en studio. Merci de l'invitation. Oui. Et puis toi, là, est-ce que je t'ai bien présenté? T'es comme un peu le grand voyageur des goûts artisanaux de partout à travers le monde. Ouais, je suis toujours un peu mal à l'aise avec les présentations puis tout ça. Là. Il n'y a pas de titre officiel, là, mais c'est pas mal ça que je fais depuis... je suis dans le milieu de la bière depuis plus de 20 ans, mais spécifiquement les bières fermières, les voyages très, très nichés pour découvrir des facettes culturelles du monde de la bière. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça de façon très intense, disons. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui ont que bon m'appeler Indiana Jones, des choses comme ça. Là. Mais c'est juste drôle. Là. C'est une façon pour les gens de comprendre qu'est-ce que je fais. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années que je suis là-dedans. Là. Fait que je pense que c'est une bonne façon de présenter les choses. Parce qu'il n'y a pas de terme vraiment. C'est pas. Ouais. Je suis pas un docteur. J'ai pas un doctorat en recherche brassicole. J'ai pas de. Il n'y a pas de face. J'aime pas ça, biérologue, puis zytologue, puis ces termes-là. Là. Ouais, ça fait un peu de technique, voire abstrait. Mais tu sais, quand on dit Indiana Jones, ça donne le ton. On sait que tu voyages. Ouais. Puis ça implique que tu as fait des découvertes. Des découvertes, puis qu'il y a de l'aventure, puis qu'il y a des choses qui sont mal allées, puis il y a des choses qui ont bien été, puis c'est ça, puis qu'on revient avec des petites perles, des petits trésors, puis surtout des connaissances, puis des histoires. Là. C'est ça qui est le plus passionnant. Ben moi, c'est ça qui m'intéresse, les histoires. Il y a les gens, il y a la petite histoire, puis il y a aussi l'aventure. Ouais. On n'a pas eu beaucoup d'occasion d'en parler. Quelle a été, on va sauter dans le vif du sujet, c'était quoi ta grande aventure, ton grand voyage, là, disons une expérience qui t'a particulièrement marqué? Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Là. Il faut toujours choisir un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Dans quelle année que tu veux parler? Là? Parce que avant la pandémie, là, je dirais que j'ai eu un 7-8 ans de plusieurs voyages par année. Puis, par exemple, je peux parler du Bhoutan. Là, ça a été plusieurs mois de planification, aller dans ce petit pays-là de l'Himalaya, parce que j'étais... Un de mes buts, après plusieurs années de recherche dans le milieu de la bière fermière, c'était de prouver aux gens que non seulement il y a des petites régions isolées du monde qui font de la bière fermière encore aujourd'hui, mais qu'il y a des cultures entières, des pays entiers qui font encore de la bière fermière aujourd'hui, alors que la majorité des gens disent, ben, tu sais, après les guerres mondiales, il n'y en avait plus de bière fermière, tout a été industrialisé, puis tout est rendu en stainless, puis tout ça. Là. Puis alors qu'au Bhoutan, ben, il y a près de 800 000 personnes qui habitent au Bhoutan, 750 000, je ne me souviens pas exactement du chiffre, là. Mais il y a plus de la moitié de la population du Bhoutan qui fait sa propre bière. Fait que c'est vraiment une tâche culinaire. C'est comme faire du pain alcoolisé. Exactement. Ils font leur fromage, ils font leur pain. Mais en fait, au Bhoutan, les gens sont autosuffisants. Ils essaient de l'être le plus possible, du moins, là. Puis une des choses qu'ils font de cette façon-là, c'est on cultive du blé, on cultive du millet, à un moment donné, il ne faut pas gaspiller, donc on fait de la bière avec ça. Ils n'appellent pas ça de la bière, ils appellent ça de la Bang Chang ou Sin Chang. Mais c'est la même chose. Là. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire dans leur langue? L'étymologie du mot, je ne la connais pas. Ça fait juste référence. Le Chang, ça fait référence à la céréale qui était trempée puis fermentée. Bang Chang, c'est la version que c'est compliqué à résumer. Là, mes mains vont bouger, là, mais c'est correct. Mais tu sais, c'est... Disons que tu as un chaudron avec du grain qui a été fermenté puis très, très peu de liquide. Ouais. Tu rajoutes de l'eau dans le chaudron live là, au service. Là. Puis là, tu prends un genre de petit panier d'osier avec une louche, puis tu pèses la louche dans le panier d'osier qui rentre dans le chaudron, dans le grain, tout ça. Ouais. Puis là, le liquide qui réussit à pénétrer le panier d'osier, puis ta louche, mais c'est ça que tu vas mettre dans le verre des gens. Puis ça, c'est le Bang Chang. C'est comme la bière trempée, si on veut. Là.
Puis le Sinchang, c'est la version où est-ce qu'il n'y a pas eu de trempage à ce niveau-là. On fait juste aller chercher le liquide qui est sorti du grain fermenté. OK. Puis on sert ça. Fait que c'est plus puissant. C'est plus concentré, disons. Cette technique-là, est-ce que elle est unique au Bhoutan? Est-ce que tu as vu cette espèce de retrempage-là ailleurs? C'est une technique qui est un peu partout dans l'Himalaya. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas voyagé partout dans l'Himalaya, loin de là. Mais c'est une technique que nous, en Occident, on ne connaît pas. Mais si on se promenait au Tibet, dans l'est du Népal, dans le nord-est de l'Inde, dans les montagnes, dès qu'on approche des montagnes, là, c'est une technique assez commune. Les gens, ils font pas la bière comme nous autres ici, là, vraiment, vraiment pas. Là. Ils font cuire la céréale. Puis là, la céréale, imaginez qu'on fait du riz. Là, on met de l'eau, on met le grain. Puis là, après ça cuit. Puis là, il n'y a plus d'eau en bout de ligne. Il y a juste le grain qui est cuit, là, qui est gorgé d'eau. Mais les autres, ils font ça avec la céréale pour la bière. Ouais. Fait que là, il n'y a pas de liquide. Là. Le liquide est comme contenu dans la céréale. Puis là, ils vont rajouter des ferments secs sur la céréale cuite. Puis là, ils enveloppent ça dans un contenant. Puis ils laissent ça fermenter. Donc, nous autres, ça n'a pas rapport. Nous autres, on fait presque le contraire. Nous autres, on soutire des sucres, on ajoute de l'eau, puis là, on va faire fermenter le liquide sucré. La matière solide, on l'enlève, là, elle est partie depuis longtemps. Là. Fait que, bref, C'est fascinant de penser que ce serait comme une technique de fermentation qui est, dans les faits, contraire à pas mal ce qui se fait ailleurs. Ouais. Mais je trouve ça fascinant, le côté montagnard. J'étais dans les Pyrénées, puis pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé à écouter un podcast, en fait, sur la mythologie des Pyrénées. Okay. Puis ça parlait des anciens symboles, puis dans le fond, un peu de l'universalité des symboles qu'il y a, et puis de leur conversion lors du christianisme. Puis je suis tombé sur quelque chose de super intéressant, juste un petit passage qui disait, en montagne, les gens cuisent pas de pain. Ils font un pain liquide. Ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir parce qu'en montagne, tout ce qu'on prend pour acquis, qui est au niveau du sol, qui est dans la plaine, ça s'applique moins. Premièrement, en altitude, ça s'applique au Bhoutan, là, je présume, parce que tu as mentionné l'Himalaya. La température d'ébullition n'est pas la même. Non, en fait, ça a un impact assez gros sur ta capacité de faire bouillir ta bière ou peut-être même ton incapacité de faire bouillir la bière. Je parle même pas de l'accès de l'eau. Fait que là, tu as ça. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui, pour faire chauffer des trucs, vont faire chauffer de la pierre, vont mettre ça directement dans le sac, parce qu'apparemment que c'est super efficace. Puis tu préserves toute ta chaleur. Oui, mais il y en a qui utilisent ça pour réchauffer l'empâtage aussi. Hein. Ça se fait encore en Lettonie, ça se fait encore en Finlande, dans quelques endroits. Là. C'est pas commun, on s'entend, là, mais... C'est très peu commun. Je pense qu'il y a une brasserie aux États-Unis qui s'est donné comme défi, puis c'est peut-être même toi qui as écrit là-dessus. Je m'en souviens pas trop. Mais il y a une brasserie aux États-Unis qui a décidé d'aller Old Scandinavian Way all-in, c'est-à-dire c'est-à-dire brasser de la bière avec des pierres préchauffées. Donc, tu n'utilises pas un four. Tu prends de la pierre, tu la fais cuire, tu la mets dans l'eau. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y en a sûrement plus qu'une. Il y a sûrement Hammerheart au Minnesota qui a fait ça. En fait, il y a plusieurs traditions de chauffage de roche pour la bière. Là. Ça viendrait apparemment de l'Autriche à la base, dans le monde occidental, on s'entend, là, parce que ça, c'est une chose qui me fascine depuis toujours, c'est que nous, les Occidentaux, là, on est vraiment hot. Là. Dans toute la documentation, là, tout vient de nous. Là. Puis dans le monde brassicole, là, c'est très difficile de trouver des gens qui sont prêts à pousser plus loin que la bulle occidentale. Là. Puis quand on pète la bulle occidentale, là, puis qu'on s'en va vraiment ailleurs dans le monde, comme au Bhoutan, par exemple, ou en Afrique, ou dans les Andes, tout ça, puis là, on voit que les gens, ils brassent de la bière. Ils n'appellent pas ça de la bière parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous autres, là. Mais ils trempent des céréales, ils soutirent le sucre, puis ils le fermentent, puis ils le boivent. Là. Mais ça, c'est ce qui est le plus drôle, puis le plus ironique, qui prouve vraiment ton point, c'est qu'on écrit constamment qu'on a inventé la bière. Ouais, mais... Ça implique qu'il y a quelque chose dans la bière qui est vraiment spécifique et artificiel, alors que la levure, puis le grain, puis l'eau, ils peuvent tous, comment je pense ça, interagir les uns avec les autres. Sans interaction humaine. Puis ça le fait ça le fait au Moyen-Orient, puis dans le nord de l'Afrique, bien avant que les Occidentaux le fassent eux-mêmes. Là. C'est comme si, côté histoire de la bière, on admet que la Mésopotamie, l'Égypte, tout ça, ils ont été des grands brasseurs de bière, mais par la suite,
ces gens-là, on ne les étudie pas. Puis il y a juste nous, occidentaux, qui faisons de la bière parce que notre bière est vraiment bonne. Ouais. Puis on oublie qu'il y a d'autres peuples sur la planète qui ont fait quelque chose qu'on pourrait appeler de la bière. Ouais. Ben, il y a aux États-Unis un monsieur, un archéologue chimiste. Il fait comme de l'archéologie chimique, si on veut. Évidemment, son nom m'échappe pour l'instant, mais il a écrit un livre, Uncorking the Past, dans lequel il revisite les bières de l'Antiquité. Lui, c'est Patrick McGovern. Okay. Il a écrit une couple de livres sur le vin ancien, sur les premières bières, sur les cocktails un peu bizarres de breuvage extrême qu'on a trouvés dans différents sites funéraires, qui laissent suggérer que les premières fermentations étaient premièrement des cocktails, puis deuxièmement, avaient une vocation religieuse / mystique. Ouais. Avant l'avènement de l'agriculture, ce qui confirme une vieille théorie des années 1960, en tout cas, qui ne la confirme pas absolument, mais qui va dans le même sens qu'une théorie des années 60 qui dit que la fermentation aurait été plus responsable de la civilisation agraire, donc de l'adoption de l'agriculture, que, mettons, le pain. Puis je trouvais ça intéressant parce que tu mentionnais le millet, puis l'Himalaya, puis moi, je pensais Bhoutan, je pensais communauté reculée, il n'y a pas de route, il faut garder le grain. Je me disais, dans ton expérience à toi, est-ce que ça aurait du sens que la fermentation soit considérée au Bhoutan comme une technique de préservation du grain? C'est carrément ça. En fait, c'est une technique de non-gaspillage, si on veut, là, dans le sens que ces gens-là, ils veulent vraiment être autosuffisants. Donc, ils cultivent tout, légumes, ils sont souvent végétariens, donc, ils ont quand même des animaux, mais c'est pour avoir du lait, pour faire du fromage, du beurre et tout ça. Ouais. Mais une fois qu'ils ont fait leur galette, une fois qu'ils ont utilisé leurs céréales, leurs grains pour consommer ce qu'ils veulent consommer de façon quotidienne, ben, il en reste une partie. Puis cette partie-là, on ne va surtout pas la gaspiller là, parce que l'hiver s'en vient, puis faut faire de quoi avec ça. Là. We're on the clock here. C'est ça, carrément. Là, fait qu'on on va le cuire pour ne pas le perdre, puis on va le faire fermenter. Puis là, c'est là que le vin familial rentre en ligne de compte, puis il y a vraiment des signatures vraiment super le fun au niveau organoleptique. Mais c'est carrément une façon de faire. Ben, regarde, on est ici, là, on est rendu sédentaire. Là. On vit ici, il fait froid. On a gaspillé rien parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, on va avoir une bonne récolte. Puis en plus, c'est bien le fun à boire quand c'est bon. Là. Fait qu'il y a ça. Il faut bien qu'il y ait un avantage à adopter la terre. Parce que quand la transition est arrivée, là, au début, c'était pas un contrat avantageux. Parce que tout ce qu'on perdait de résilience d'être un chasseur nomade, ben, je veux dire d'être un nomade, essentiellement, pas juste un chasseur, mais d'être un nomade, de passer à quelqu'un qui fait surtout de la monoculture, qui est toujours à la même place, qui est dans le fond l'esclave des temps. Quand tu es nomade, tu peux te réadapter. Tu peux, au besoin, aller semer dans un champ ou aller utiliser un champ que la nature a déjà un peu créé pour toi. Mais les désavantages sont très grands. Quand tu décides d'adopter la terre, il faut tout que tu apprennes. Préserver, c'est difficile. Puis, tu es à la merci des dieux, si on veut. Ben oui. Encore plus dans l'Himalaya. La personne moyenne, elle vit à environ 2000 mètres d'altitude. Ben ouais. Puis ça, c'est la moyenne. Il y a des cols de route de près de 4000 mètres d'altitude. Là. C'est absolument... Toi, tu as voyagé à travers ces cols-là? J'ai fait de l'est en ouest, qui est le parcours inverse de la personne moyenne. Le non-bhoutanais moyen arrive à l'aéroport dans l'ouest, puis il fait un petit loop autour de l'aéroport, puis il reste là. Moi, je suis arrivé dans le sud-est parce que je me suis dit, en fait, c'est très logique. Plus tu vas dans une région éloignée, plus tu vas avoir accès à des techniques puis des philosophies du passé. Donc, éloigné dans le sens difficile d'accès là, par la route et tout ça. Là. Fait que moi, je suis arrivé, j'ai atterri à Guwahati, dans le nord-est de l'Inde. Puis j'ai pris une voiture. J'ai pas conduit moi-même. Là, j'avais besoin de gens pour me faire traverser la frontière au Bhoutan dans le sud-est. Puis le sud-est, c'est même... La langue nationale du Bhoutan, ils la parlent même pas là-bas. Là. Ils la connaissent pas. Non, c'est le Changla qui parle là-bas. C'est pas le Dzonga. Puis, tu sais, même mes traducteurs qui m'attendaient à la frontière du Sud-Est, eux autres, ils font partie de la grande majorité de la population qui parle Dzonga. Puis même eux, il y avait de la misère à communiquer avec les gens du Sud-Est du Bhoutan. Là. Fait que j'ai été capable de voir des techniques de brassage là-bas, puis des techniques de récolte que les gens de l'Ouest qui sont plus
contemporains, si je veux. Ils ont accès à la capitale, ils ont accès à des biens, ils ont accès à Internet et tout ça. Mais les gens dans le sud-est sont loin de tout. T'as l'impression, je ne veux pas nommer une année, là, mais tu as l'impression qu'ils sont vraiment dans le passé. Dans une autre année. Dans une autre année, vraiment, vraiment. C'est difficile de se déplacer, c'est difficile d'aller, mettons, à la capitale. Et puis, les routes, j'imagine, sont plutôt dangereuses. Excuse-moi, mais moi, tu me dis... Exécrables. J'avais peur de juger, mais on est dans l'Himalaya, on est haut, puis on est loin. C'est pire qu'à Montréal. Là. C'est à ce niveau-là d'exécrable. Et ça, mesdames et messieurs, ça n'est pas peu dire. C'est vraiment... Là, j'ai fait des routes en Éthiopie qui étaient beaucoup plus agréables, c'est beaucoup mieux faites. C'est la route nationale, là, route number one là, au Bhoutan, là, c'est lorsqu'on sort du loop dans l'ouest, là, où l'aéroport est. C'est là qu'a fini. C'est de la garnotte avec des trous à tous les 10 mètres. Si on peut rouler à 20 km/h, c'est beau, là. Puis même là, 20 km/h, 25 km/h, on met en péril la voiture. Là. Mais là, toi, ça t'a pris combien de temps à 20 km/h à rouler dans une section éloignée de la capitale du Bhoutan? C'est pas moi qui conduis. Là. Les étrangers n'ont pas le droit de conduire au Bhoutan. Puis c'est une très bonne chose, là, parce qu'il y aurait des morts à tous les jours. Parce que ces routes-là sont toutes à flanc de falaise. Des falaises, vraiment... Il n'y a pas de... Si tu regardes puis ils vendent, t'es mort. À peu près. Là, puis il y a littéralement des voitures dans les fossés partout. Puis c'est des fossés de centaines de mètres de profond. Là. C'est pas la 50. Là. C'est des méchants fossés. Mais bref, on n'a pas le droit de conduire là-bas, mais quand tu veux passer du sud-est vers l'ouest, ça te prend au moins une semaine de route continue, mettons. Là. OK. Fait que des 8-10 heures par jour pour faire 100 km. Puis là, tu te couches, puis tu manges, puis tu es heureux. Là. Mais c'est ça, faut que tu fasses ça tous les jours. Fait que tu fais 100 km dans une journée, puis tu t'en sors bien si tu t'en sors. Si tu es un bon conducteur. Puis toi, tu avais un conducteur, je pense, qui était indien, qui venait de l'Inde? Non, c'est un Bhoutanais de l'Ouest. Là, OK. Mais il fait juste ça dans la vie, conduire sur les routes du Bhoutan. Là. Il doit avoir des nerfs d'acier. Des nerfs totalement. Moi, ce gars-là, au niveau hiérarchique, je pouvais pas donner plus de tips à ce conducteur-là qu'à mon guide traducteur officiel. Mais à la fin du voyage, j'ai tout fait pour qu'il y ait autant d'argent que mon traducteur. J'étais comme, c'est ce gars-là qui fait aujourd'hui que je suis en une pièce. Là. Ouais. Le traducteur m'a aidé énormément. Ben tout ça, là, puis le planning, puis tout ça, c'est ce qu'il a fait, c'est d'une valeur inestimable. Mais le conducteur, qui s'appelait Nado, N-A-D-O, c'est lui qui a fait qu'à tous les jours, on arrivait, puis on n'avait pas vomi. On n'avait pas eu de mal de dos. On est arrivé, puis ça a comme brassé pendant 8 heures aujourd'hui. Haha! Puis on continue avec notre journée. Alors qu'un mauvais conducteur aurait... je serais arrivé le soir, j'imagine, parce que je m'en vais me coucher parce que ça tourne, puis je peux ou j'ai un hernie tout d'un coup. Je sais pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ton garde du corps contre mère nature. Exactement. Puis mère autoroute avec des garnottes de trous de 6 pieds de profond à côté d'une corniche de 100 mètres. Le pire, c'est qu'une fois que tu capotes du côté de la falaise et tout ça, où est-ce que tu pourrais tomber, t'oublies que de l'autre côté, c'est une montagne escarpée avec des éboulements de roches constants, réguliers. Génial. À toutes les 2-3 heures, t'arrêtes parce qu'il y a comme une roche de la grosseur du bureau ici qui est comme tombée sur la route. Là, t'attends un tracteur qui va la tasser. Ça, c'est the National Road. C'est la transcanadienne. Oui. Mais moi, j'ai une autre question. Puis je reconnais que je suis content que tu aies survécu aux éboulements. Quand tu vas dormir la nuit, là, quand tu vas chez les habitants avec un grand H, puis que tu consommes la bière de ces gens-là, qu'est-ce que tu observes culturellement? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que les gens vivent la bière? Tu sais, je te demande ça parce qu'on est en Amérique du Nord, on a les 5 à 7. On boit de la bière avec des chums, des collègues. C'est une bonne question parce que quand on va chez les gens là-bas, évidemment, ils nous voient arriver de loin. Là, on n'est clairement pas de là. Ouais. Puis c'est comme un mélange de fierté. Puis ça, c'est pas juste le Bhoutan, là, ça peut être un peu partout où est-ce que je suis allé. Là. Ouais. C'est un mélange de fierté puis de confusion. Dans le sens, qu'est-ce que tu fais là exactement? Tu es chez nous. Parce que là, je parle pas d'un pub dans le village. Là. Je parle
je suis dans la cuisine, dans le salon d'une famille qui fait une recette traditionnelle. Là. Ouais. Fait que imagine, je sais pas, quelqu'un qui... imagine un Péruvien qui arrive à Dolbeau, puis qui va... Parce que lui, il fait des recherches sur la tourtière du lac Saint-Jean. Là. C'est à ce niveau-là de... J'aimerais ça participer à ça. Ouais, c'est ça, mais c'est à ce niveau-là de weird pour les locaux, tu sais. Mm-hmm. T'es comme... T'es qui, toi? Pourquoi tu viens de vraiment loin pour venir goûter à ma recette que ma grand-mère m'a montrée? Ouais. C'est comme... Je peux imaginer la personne qui pense c'est juste de la bouffe que j'ai toujours faite. Ouais, Il exactement. n'y a pas de raison pourquoi tu risquerais ta vie à travers 7 jours de conduite à engager 2 personnes pour s'assurer que tu finisses pas tes jours dans une crevasse. Exactement. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, le côté fierté, il est là. Puis le côté confusion, il est comme... Ça fait partie de ça. Puis ça fait aussi partie du fait que... C'est comme, comment t'as fait pour savoir qu'on faisait ça ici? Parce qu'on n'en parle pas. C'est comme une recette. Vraiment comme la tourtière du lac Saint-Jean. Saint-Hubert fait pas de tourtière du lac Saint-Jean. Là, ça se vend pas très, très... C'est pas commun là, de vendre ça. C'est juste nos grands-mères puis nos mononcles qui font ça. Ben oui. C'est vraiment ça le... C'est ça. Fait qu'on est assis dans un salon, dans une cuisine. Ils nous servent des petits verres, des grands verres, peu importe. Ils nous servent à manger, comme toute bonne personne ferait avec des gens qui arrivent de loin. Puis ils sont pas capables de jaser avec nous autres. Fait qu'ils jasent avec les... J'ai toujours 2 traducteurs avec moi. OK. Le traducteur qui est capable d'utiliser des termes techniques là, de brassage, empâtage, bouillon, aromate, blablabla, fermentation. Puis l'autre traducteur qui est plus souvent le gars qui connaît du monde, là. C'est le gars de contact. Là. Ouais. Un fixeur. Là. Exactement le terme que j'essaie de pas dire en anglais. Je suis désolé. Non, mais tu sais, j'habite à Gatineau, c'était inévitable. Non, je sais. Mais un bon vieux fixeur. C'est ça que ça prend. Un fixateur. Ouais. Un facilitateur. Facilitateur. Un entremetteur. Fait que ça prend ces 2 personnes-là. Fait que souvent, les locaux chez qui on est, ils jasent avec ces 2 personnes-là. Puis là, moi, je regarde avec mon regard un peu subtil. Puis je leur dis, peux-tu me traduire? Genre, qu'est-ce qu'il a dit? Là, ça va l'air intéressant. J'ai entendu un mot que j'ai compris. Le reste, j'ai rien compris. Fait que là, je regarde, puis je veux qu'ils me traduisent. Là, ils sont payés, ces gens-là, pour m'aider à comprendre. Puis tout ça. Là. Fait que c'est ça la vibe. C'est comme c'est un mélange de confusion weird puis un mélange de wow, it's really happening. C'est vraiment, on est vraiment en train de vivre ça, ce moment-là. C'est comme un chaos organisé. Ouais, c'est un chaos organisé. Puis il y a beaucoup de... C'est toujours des gens accueillants. Là. Fait que c'est pas juste du chaos. Là. C'est vraiment, il y a beaucoup de chaleur humaine. Là. Ouais, c'est comme quelqu'un qui te regarde avec les yeux pleins d'amour, puis de, je sais pas, d'hospitalité, puis de compassion, qui te dit des choses que tu comprends pas, mais tu vois dans leurs yeux que ces gens-là, c'est des humains qui sont bien contents de te voir. Ils sont énormément fiers et contents de me voir quand j'arrive là. Puis ça, c'est pas juste le bouton. Là, ça peut être en Norvège, ça peut être... C'est partout. Il y a des gens qui... Ça les touche beaucoup que j'aie fait tout ce chemin-là pour aller célébrer leur culture puis éventuellement en reparler. Là. Moi, j'ai pas voyagé autant que toi, mais j'étais allé en Ukraine dans le temps que le pays allait mieux. Ouais. Puis j'ai visité une famille qui nous ont reçus. Puis pour eux, là, c'était quasiment un... Comment je peux dire ça? C'était existentiel. Si on a des invités, on fait l'épicerie pour une semaine. Ben oui. Puis c'est aussi simple que ça. Puis j'ai voulu leur acheter une bouteille de vin, puis ils comprenaient pas. Pour eux, c'était insultant. Ah, ben oui. Parce que c'était normal. C'était pas qu'il fallait. C'était entendu qu'ils allaient nous fournir tout ce qu'il y avait. Ouais, ben oui. C'est une fierté, ça aussi. Puis j'ai trouvé ça intimidant. Mais en même temps, je reconnaissais l'humanité profonde de cette urgence par rapport à l'hospitalité. Ouais. Puis j'étais reconnaissant. Ben oui, mais très intimidé. Totalement. Ça me fait penser au bouton, justement, puisqu'on parle de ça. J'ai une des brasseuses que j'ai rencontrées là-bas, parce que c'est presque tout le temps des brasseuses. C'est des femmes qui brassent la bière, surtout au bouton? Oui, ben oui. Puis, bref, c'est une tisserande aussi. Donc, son vrai métier, c'est une tisserande. Elle fait des pas seulement des tapis, mais elle fait des pièces de vêtements pour la famille royale. Là, elle vraiment est très, très bonne. Là. Ah, ouais. J'ai acheté une espèce de tapis chez nous, mais il est trop beau, je l'ai mis sur le mur au lieu de sur la plancher. Je ne marcherai pas là-dessus, ça vaut trop cher. Mais bref, je savais que j'allais l'avoir. C'est un tapis, hein? Oui. OK, c'est bon. Je savais que j'allais l'avoir parce que dans les nombreux mois de communication avec mon guide principal, il m'a dit ça. J'ai trouvé une tisserande vraiment cool qui fait de la bière, blablabla. Parfait, on va aller chez elle.
Fait que moi, j'ai amené... on est en train de boire une bière de la micro du lac Saint-Jean présentement. Là, on va y arriver tantôt. C'est vrai. J'ai amené une autre bière de la micro du lac Saint-Jean au Bhoutan qui s'appelle la Tente Tricotante. T'es au Bhoutan, t'as une tente tricotante, oui, tu vas voir une tisserande. Je l'ai donné à la tisserande. Tellement génial! Puis là, évidemment, j'ai fait immortaliser le moment, fait qu'il y a une photo de ça. Mais la madame est comme totalement, là, elle n'a aucune idée. Elle voit l'étiquette où est-ce qu'il y a clairement une dame en train de faire un foulard sur le... Puis là, elle est comme... Là, c'est elle qui est confuse. Totalement. Moi, je suis vraiment fier de mon coup, évidemment, de l'avoir amené jusque-là. Là. Puis je vois qu'elle est comme... Je comprends rien. je sais pas pourquoi c'est une tisserande. Non, C'est-tu un commentaire politique? Est-ce que c'est moi qui me fais comparer à une autre tisserande? Est-ce que je vais perdre ma job? Est-ce que la famille royale est au courant? Ouais, elle est comme complètement là, flabbergastée. Après la photo, on s'est rassis, puis on a continué à manger, puis boire, puis... Est-ce qu'elle a goûté la bière devant toi? Non, j'ai dit que c'était un cadeau, t'es pas obligé de faire ce que tu veux avec. Puis, j'aurais vraiment trouvé ça cool de savoir qu'est-ce qu'elle trouvait, comment elle avait trouvé cette bière-là, elle qui brasse sa propre bière de tisserande, en même temps, ça, j'ai vécu ça dans plusieurs endroits, c'est que des saveurs de bière, disons, d'une culture autre, comme la Tente Tricotante, c'est d'inspiration belge, c'est rare que ça donne un plaisir immédiat à une personne qui vient de vraiment ailleurs. Hein. Ouais. Ça, c'est plus, encore une fois, c'est plus la surprise. C'est vraiment... Même les Allemands, tu leur donnes une bière à la Belge, puis ils sont confus. Là. Ouais. Fait que j'ai même pas imaginé la madame qui était déjà confuse boire une bière, une triple belge, alors qu'elle a fait de la Xinjiang qui n'a aucun rapport. Les textures, les saveurs, c'est deux planètes. Justement, parlons-en un peu. Comment est-ce que cette dame-là présente sa bière? Est-ce que c'est une bière quotidienne, faite quotidiennement? Y en a-t-il une qui est plus spéciale? Il y a toutes des brassées différentes. Puis surtout, ça ressemble à quoi comme goût? En fait, la façon qu'il présente la bière, c'est vraiment alimentaire. Là. Donc, voici le bol de riz, voici les piments forts, voici le fromage, voici la bière. Donc, c'est vraiment... C'est un des 4 bols, un des 4 contenants. Il n'y a pas de cérémonial. Ouais. Puis la bière spéciale, c'est celle qui n'est pas diluée avec de l'eau, comme je disais tantôt, live. OK. La bière de tous les jours, c'est celle qui est diluée avec de l'eau dans le contenant, qui a des grains fermentés, puis avec la louche, puis tout ça, pas les dosiers. Là. Ça, c'est quotidien parce que c'est maximum 2% d'alcool. Mais la bière spéciale, c'est le liquide qui est sorti du grain fermenté dans des conditions anaérobiques, donc pas d'air, pas d'oxygène. Puis là, c'est un liquide un petit peu plus potent, disons, un peu plus puissant en alcool, mais maximum 5-6%. Ouais. Mais il y en dans a le très temps, peu de ça. Historiquement, une bière à 5%, c'était considéré comme étant une bière très forte. En Angleterre, au début du 20e siècle, plutôt fin 19e, on te donnait une bière à 5%. On t'avertissait, là, il y avait quelqu'un qui était responsable qui pouvait te dire « Attention, c'est de la bière forte. » Encore aujourd'hui, ils vont ensemble demain, puis ils vont nous dire la même chose, là. 4,5% d'alcool et plus, le bartender, il va te dire c'est une bière forte, t'es conscient. Là. Ça veut dire que t'en prendras pas 3 de ça là, parce que tu vas commencer à déparler. Ouais. Excepté que j'ai rarement vu un barman qui m'a dit ça. Ben moi, ça m'est arrivé. Sérieux? Oui, ben oui. Ah ouais. Parce que c'est pas une session beer, c'est pas une bière que tu peux pas en prendre 3 Ouais. Selon eux, là, tu vas perdre des facultés. Mais si tu en prends une à 3,5, 3,7%, comme ben des Ordinary Bitter, ben là, tu peux en prendre 3, puis tu vas continuer à jaser, puis tu vas être capable de... Tu commenceras pas à vouloir te battre avec n'importe qui. Mais bref, la Xinjiang au Bhoutan, c'est, mettons, 5-6% d'alcool, mais il y en a très, très peu. Fait que celle-là, il la présente comme étant, ben là, vous êtes venu de loin, fait que là, je vais vous en faire servir. Sinon, je servirais ça juste au monastère, au party estival, où est-ce que tout le monde se rassemble. Sinon, on ne sert pas ça. C'est sûr qu'il y a un party estival. C'est sûr que ça ramène tout le village ensemble. Exactement. Puis qu'il y a des symboles intéressants. Puis les gens, ils transportent justement la Xinjiang, ils transportent dans des thermos, ils amènent ça. Parce qu'ils en ont produit maximum 2-3 litres. Là. Puis ils amènent ça au monastère, puis ils font des dons, soit aux prêtres, soit pas aux prêtres, aux moines, soit ils en partagent avec les gens autour.
c'est vraiment particulier. Il y a un aspect religieux aussi. Une offrande, si on veut. C'est une offrande. Une sorte de libation alcoolisée. Oui, exactement. Puis tu sembles suggérer, à moins que j'ai mal compris, que ça se fait en petite batch, là, en petite quantité. Ben, en fait, c'est que si tu imagines la production d'alcool, là, de juste prendre un grain qui a été cuit, mais qui n'a plus aucun liquide, tu rajoutes des ferments, tu fermes ça, ben, il n'y a pas beaucoup de liquide qui va sortir de ça. Là. Ouais. Après la fermentation, il y a quand même une flaque de liquide qui va surgir sur le dessus de l'amas de grains. Là. Puis c'est tout. Là. Ouais. Puis ça, c'est plus puissant, plus goûteux, puis tout, là, mais tu sais, c'est pas beaucoup. T'as pas beaucoup de litres de ça. Là. Fait que si t'en sers à quelqu'un, ça veut dire que t'apprécies beaucoup, beaucoup cette personne-là ou le moment ou tout ça. Là. Ouais. Parce que le reste du temps, tu prends le grain fermenté, puis tu le dilues dans l'eau, puis t'écrases ça, puis t'essaies de sortir de la saveur de ce grain-là, là, avec de l'eau. Fait qu'il y a deux aspects que tu touches ici. Il y a le côté, on utilise toutes les ressources, puis il y a le côté bière spéciale à des fins religieuses. Oui, exactement. Puis ça me rappelle vraiment ce que je disais au début de l'épisode, que certaines des plus vieilles traces d'alcool avaient une vocation religieuse ou mystique à cause de là où est-ce qu'ils ont été trouvés, c'est-à-dire sur des tombes. Oui, ben oui. Puis souvent, c'est des breuvages dits extrêmes, en tout cas par Patrick McGovern, dans le sens que on ajoutait des choses pour augmenter la quantité d'alcool voulue, désirée. Par exemple, on mettait du miel. Ouais, ben le miel, c'est peut-être la première fourniture d'alcool délibéré de l'homme, parce que les abeilles, là, ça fait depuis le Crétacé qu'ils font du miel. Ça fait depuis le Crétacé, là, sont habitués. Puis le miel, ça va fermenter tout seul si tu mets, je pense, 30% plus d'eau, quelque chose comme ça. C'est quelque chose du genre. J'étais allé en Éthiopie juste avant la pandémie. L'Éthiopie, c'est un des producteurs d'hydromel. Ça s'appelle du tej là-bas. Là. OK. Mais c'est un des producteurs les plus réputés sur la planète là, pour la qualité de leur hydromel. Puis j'ai visité des gens qui font du tej depuis toujours, là, puis parce que je le trouvais fantastique, le tej en général, là, qualité générale. T'avais-tu déjà goûté à du tej avant d'aller en Éthiopie? Non, c'est à peu près impossible. Je sais qu'il y a une dame à Washington qui en fait, mais c'est juste du marketing parce que tu peux pas avoir du miel qui est fait avec les mêmes fleurs là-bas. C'est ça qui sont pas enfumés aussi. Là. Ça, c'est le côté auquel on pense pas, mais le miel goûte surtout les fleurs qui ont été pollinisées. Ça a une grosse influence sur les bienfaits du miel puis sur dans le fond, sur la santé. Il y a... Mettons que tu as plein de plantes super hallucinogènes dans un petit quartier, puis que les abeilles s'en vont juste polliniser ça. Beaucoup des substances qui sont dans ces plantes hallucinogènes-là vont se retrouver dans ton miel. Ah oui. Ce qui fait qu'en principe, ton hydromel fait à base de ce miel-là peut avoir des alcaloïdes qui sont actifs puis qui vont te faire halluciner. Ah oui. Au Népal, justement, il y a ça, il y a des documentaires qu'on peut voir, là, c'est vraiment fascinant, là, parce que les Népalais, ils vont chercher du miel à flanc de falaise. Là, c'est vraiment périlleux comme expérience, mais ils reviennent, puis c'est du miel. Ils mangent ça comme toute personne affamée qui revient d'un gros hike, là. Mais tu sais, c'est de la drogue, là, parce que ces abeilles-là... Il y a quoi là-dedans? C'est quoi la plante hallucinogène? C'est... du datura, du morning glory, du jusquiam, de la ciguë. C'est toutes des affaires. Ça va me revenir quand on va te changer de sujet. Ça va être génial. OK, on va parler des taxes. Mais bref, je suis pas allé là. Je suis allé en Éthiopie, moi. Ouais. Puis en Éthiopie, eux autres, c'est la fleur s'appelle... Parce que sur le plateau éthiopien, il y a vraiment une flore puis une faune unique au monde. Puis la fleur s'appelle Addis Abeba, qui est... De mémoire, ça veut quasiment dire comme fleur jaune, aussi simple que ça. Là. Ça arrive. Mais c'est une fleur qui pousse pas vraiment ailleurs que sur la corne de l'Afrique. Là. Mais bref, c'est le miel principal pour le tej éthiopien. Le tej éthiopien aussi, c'est qu'il y a une petite signature qui vient du fait que les abeilles sont enfumées. Donc, la ruche est enfumée pour être capable... De faire sortir les abeilles. C'est ça. On les fait sortir, on les endort, puis là, on leur vole le miel. Puis bref, le miel est brut, carrément brut, avec la propolis et tout ça, dans un grand contenant. On rajoute de l'eau, on ferme ça,
Puis, tu sais, ça va faire du tej avec le temps. Puis, on sert trois niveaux différents de tej. Si on veut, le light, le medium, puis le strong. Là. Le strong est beaucoup plus sec parce que ça a presque tout fermenté. Donc, on est dans le 12-14 d'alcool, mais plus sec. Le medium, c'était plus dans le 8-9 d'alcool. C'est vraiment un bel équilibre de saveur de miel, puis de chaleur d'alcool, rondeur, tout ça. Puis le light, si on veut, ça, c'est la version boisson gazeuse, là, qui est à peine alcoolisée, qui est full sucrée. Tu goûtes le miel à fond de caisse. Ouais, c'est ça. C'est du miel avec quelques bulles de fermentation parce que ça commence à fermenter, mais c'est tout. Là. Ouais. Puis ça, les enfants, ils boivent ça parce que, justement, il n'y a presque pas d'alcool. Là. Est-ce que tu notes un effet intoxicant autre que l'alcool? Non. Mais si tu bois du strong, ça tape vite. Ça tape plus qu'un bon vin fortifié? Faudrait que je teste. Mais ça on va tester ça ensemble. Ouais. J'aimerais ça de présent. Ça m'intrigue. ça tapait vite. Mais bref, la qualité du produit était vraiment exceptionnelle. Ouais. Puis, bref, je sais pas pourquoi on parlait de ça. Écoute, pourquoi est-ce qu'on parle de quoi que ce soit? Ouais, c'est ça. Moi, ça me tentait de te parler. Mais c'est ça. C'est des genres de... Parce qu'on parlait de substances que tu peux ajouter dans ta bière. On parlait aussi d'arômes. Puis moi, je t'intéressais, mettons, quand on parlait du bouton, c'est quoi les arômes que tu t'en vas chercher, les goûts que tu as, mettons, trouvé au bouton? Peut-être des goûts que tu n'as pas trouvés ailleurs. Tu sais, qu'est-ce que ça goûte, cette bière-là? En fait, c'est rare des choses qui font pas penser à rien. Là. Au bout de temps, la bière, c'est comme une Berliner Weiss, mettons. Là. OK. Donc, vraiment l'acidité lactique. Ouais. Une petite touche de pomme verte citron. Mais avec le funk local, parce que c'est vraiment des levains qui font eux-mêmes. Là. En fait, ils font des galettes de céréales cuites avec une herbe du jardin. Ils laissent ça moisir à l'air libre. C'est ça qui permet la fermentation du grain cuit sans liquide. Là. Ouais. Fait que tu as cette signature-là de pain croûté avec le côté pomme verte, citron, yogourt nature. C'est intéressant, ça, comme combinaison? Oui, ça marche super bien. Quand c'est bien fait, ça marche vraiment bien. Peintable? Ben oui, parce que c'est 2 d'alcool puis il n'y a pas de bulle. Ouais. Ça se boit comme de l'eau. Là. C'est vraiment c'est de l'eau à saveur de Berliner Weiss. C'est vraiment ça. Là. Ouais. Donc, c'est pas super carbonisé. C'est frais. Puis ça a des goûts intéressants. Oui, c'est ça. Puis ça c'est la vraie bière fermière parce que si tu travailles dans les champs toute la journée, là, tu veux pas quelque chose à 5, 6, 7 d'alcool. Ben non. Tu veux quelque chose qui... T'as encore des devoirs à faire à la maison après. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois fonctionnel. C'est ça. Puis il faut pas que tu t'endormes à 1h de l'après-midi au gros soleil. Ouais. Fait que 2 d'alcool, c'est bien correct. Puis si t'es un petit peu acidulé, mais c'est rafraîchissant. Puis c'est ça. Il n'y a pas de bulle, fait que c'est encore plus rafraîchissant. Ça passe tout droit, c'est de l'eau. Là. Mais ça me rappelle... le point de départ de notre épisode, c'est-à-dire toi qui nous apportes des bières. On n'a pas eu le temps de parler de la bière qu'on est en train de consommer en ce moment, c'est-à-dire les gros mollets chez les Seto. C'est qui les Seto? Ouais, ça, c'est un autre beau sujet. C'est que, en fait, anecdote très rapide, en m'en venant ici en voiture, j'ai croisé la rue Seto, S-E-T-O. Ben oui, donc. J'ai fait, ça, c'est l'univers qui te parle, hein, selon Carl Jung. Carrément. Là. Je comprends rien, là, mais à Gatineau, il y a la rue Seto. J'ai jamais vu ça dans ma vie. S-E-T-O, ailleurs que dans le Setoma, en Estonie. Là. OK. Il y a peut-être un personnage, un entrepreneur du coin de Gatineau qui s'appelle Pierre-Olivier Seto, je ne sais pas. Là. Qui sait? Mais whatever. Les Seto, c'est un peuple qui vit dans le sud-est de l'Estonie. OK. L'Estonie, c'est un tout petit pays. Mais ça m'amène à faire un petit éditorial rapide sur le fait que nous, les Occidentaux, on voit le monde vraiment via des frontières géopolitiques. Donc, nous, quand on parle de l'Estonie, toute l'Estonie, c'est pareil. C'est tous des Estoniens, ils sont tous pareils. Si on parle, tu sais, comme le stéréotype du Britannique ou du Français qui parle Canada, tout le monde est au Canada, tout est pareil. Là. C'est plus à propos de l'archétype que de la personne. C'est ça, puis la culture. C'est comme si la frontière géopolitique, c'est déjà un petit peu difficile à tout comprendre ça. Ouais. Que là, si on s'en dit, dans cette frontière géopolitique-là, il y a vraiment des sous-cultures, des régions avec des traditions différentes. C'est rendu complexe. Mais bref, tout ça pour dire que les Seto, c'est en Estonie. C'est juste qu'ils parlent Seto, qui est une langue de la même racine que l'estonien.
Puis ils ont leur propre culture brassicole, qui ça goûte pas la même chose que la bière traditionnelle des Estoniens de l'Ouest. Fait que moi, quand je suis en Estonie, je suis allé voir les Estoniens de l'Ouest aussi, parce qu'on connaît un petit peu plus les Estoniens de l'Ouest. Mais les Cétos, qui sont dans le Sud-Est, ils ont leur propre tradition. Puis c'est ça que la collabo avec le micro du Lac-Saint-Jean. Ils font leur bière, eux autres, uniquement avec... ils font des gros pains / galettes de seigle caramélisé et malté. Donc, c'est même pas un pain qui est... C'est techniquement comestible, mais c'est un peu trop... C'est trop dense pour que tu veuilles manger ça. C'est vraiment des pains faits pour brasser. Donc, le défi que j'ai donné à Marc de Micro du Lac-Saint-Jean, c'est de prendre sa Gros Mollet, qui est sa bière qui vend le mieux, je crois, qui est une double belge. Mais imagine que tu la brasses comme si toi, tu étais un céto. Là. Ça fait que là, parce que en bout de ligne, les deux styles de bière, les bières des cétos puis la Gros Mollet, il y a comme des saveurs qui étaient harmonieuses ensemble, là, je trouvais. Fait que je trouvais que c'était un beau défi. Côté caramélisé? Côté caramélisé, côté richesse sucrée, côté un petit côté terreux. Bref, Marc a été bon joueur, puis il a dit OK, parfait, on va reformuler la Gros Céto. La Gros Mollet pour que ça devienne une grosse Céto, finalement. Puis donc, il a fait une grosse partie des grains de la Gros Mollet chez les Cétos. C'est un pain de seigle caramélisé qu'un boulanger du coin a fait. Fait que là, ça a été vraiment long de trouver la bonne formule pour ce pain-là. Puis après ça, de trouver comment faire pour la casser dans de l'eau chaude, puis intégrer ça à l'empâtage, puis blablabla, faire une Gros Mollet avec ça par la suite. Là. Est-ce qu'il s'agit de faire moisir le pain ou c'est juste que tu prends les sucres fermentables qui restent dans le pain? C'est comme si ce pain-là, chez les Cétos, c'est comme si il n'y avait pas accès, mettons, aux autres à du malt de spécialité. Les autres, ils ont juste du malt blond. Je comprends. Le pain donne le goût, il donne pas la levure. Non, c'est ça. Il donne pas la levure, il donne la couleur, il donne le goût, il donne le... En fait, il donne vraiment le goût. Là. Fait que eux autres, chez les Cétos, la bière, la Céto Olu, la bière des Cétos traditionnelle, c'est une bombe de seigle caramélisé torréfié, là, à 5% d'alcool. Fait que c'est vraiment sucré, protéiné, puis ça goûte le seigle caramélisé au bout. C'est comme un pain pumpernickel, mais très, très dense. Je viens littéralement de presque finir cette bière-là. J'en veux déjà une deuxième. Trop tard. On s'en va en Estonie ensemble. Je ne sais pas s'il en reste de la Gros Mollet chez les Cétos, là, mais ça a été fait plus tôt en 2022. Là. Mais bref, c'est ça, la bière là-bas, c'est ça. Puis la raison pour laquelle personne ne connaît ça, c'est que, encore une fois, ça c'est mon opinion éditoriale, là, c'est que les gens, ils pensent en termes de frontières géopolitiques, puis ils ne pensent pas en termes de région culturelle. C'est un portrait de la réalité est beaucoup plus précis si on regarde en termes de région culturelle, pas en termes de frontières géopolitiques. Ben ça, c'est un excellent point de chute pour notre podcast d'aujourd'hui parce que, historiquement, toute bière est locale, comme tout est local. Ben oui. La globalisation, c'est un fait récent. Mais dans la localité, ce qu'on trouve, c'est l'histoire du monde. Puis le but du temps d'une bière, c'est de parler du temps qui passe, du temps qui est passé, de nos cousins d'une autre époque, de nos voisins d'un autre temps et de leur bière et de comment est-ce qu'ils brassaient leur vie à travers cette bière ou à travers les drogues qu'ils expérimentaient, qui poussaient dans la nature et à travers leur nourriture qui était différente dans le temps. Le temps d'une bière, c'est aussi le temps qu'on prend pour se faire des amis, pour brasser des belles idées puis pour découvrir un petit peu plus ce vaste monde que l'on habite. Martin, un grand plaisir de t'avoir eu avec nous pour le temps d'une bière. Merci encore de l'invitation. Il y en aura d'autres. Puis vous, là, qui nous avez suivis jusqu'à présent, n'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton qui dit « Je vous aime » et je m'abonne à votre podcast dès maintenant parce que vous êtes génial. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Spotify, on est sur ben des plateformes. Allez-y, libérez-vous, apprenez sur le monde à travers l'histoire de l'alcool et de la nourriture. Et encore une fois, un gros merci à Martin pour être venu. Plaisir. Ciao, bye! À la prochaine!